Bonsoir et bienvenue dans ce 13e numéro des Rendez-vous de l'info. Comme tous les samedis soirs et dimanches soirs, nous revenons sur l'actualité de la semaine à Mayotte en compagnie d'un invité. Ce soir, je vous propose d'aller retrouver celui qui nous attend. Il s'appelle Daniel Zaidani. Je viens de retrouver notre invité. Il s'agit du président du Conseil général de Mayotte, monsieur Daniel Zaidani. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que dans l'émission d'ordinaire, l'invité choisit son lieu et vous nous avez amené ici. Pouvez-vous nous dire où nous sommes ? Alors nous sommes au Conseil général de Mayotte. C'est le lieu où se décide l'avenir de Mayotte, le présent de Mayotte. Donc, sachant que c'est un lieu de décision, un lieu de concertation et un lieu de réception, j'ai voulu que pour cette émission qui revient sur l'actualité, j'ai voulu qu'on se trouve dans ce lieu historique. Donc on est dans la cour intérieure avec juste derrière vous l'hémicycle Yunusa Bamana. C'est parfaitement ça. D'accord, donc on va parler d'actualité. Donc pendant les 50 minutes qui vont suivre, on parlera de l'actualité à Mayotte, celle de cette semaine. On va commencer avec un sujet marquant, le retour des Hadj. On sait qu'après un pèlerinage de plusieurs semaines à la Mecque, ils ont côtoyé beaucoup de monde du monde entier. Par contre, une menace plane sur eux, sur leur retour, celle de Ebola. On regarde ce sujet. Les pèlerins sont accueillis comme tous les ans comme des rois. Ils étaient nombreux de l'amphidrome en passant par la barge à animer de chants et de tambours la traversée. L'arrivée des Hadj en petit air, une grande fête venue des quatre coins de l'île. Les élèves des écoles coraniques, garçons et filles habillés pour l'occasion, invoquaient les noms des différents prophètes comme pour les remercier que leurs proches soient rentrés sains et saufs. Oui, là-bas il faut porter les masques là-bas. Moi tous les jours. Tu vois, je ne tousse pas parce que moi, tous les jours, je porte les masques. Parce que là-bas aussi, il y a des saletés parce que comme il y a de monde, là, il y a de l'eau partout, il y a un peu de moustiques. Tous les gens, ils toussent, surtout dans la mosquée, tous les gens, ils toussent. Mais moi, avec ma femme, tous les jours, il faut apporter les masques. Obligatoire. Les voitures étaient décorées, les fidèles ornés de colliers de bienvenue. Il faut respecter la tradition. Les aînés étaient présents pour guider les plus jeunes. Pour le plus grand plaisir des passants, la fête pour l'arrivée des Hadj a duré toute la journée. Que Dieu fasse que tous les musulmans de Mayotte soient protégés, qu'il nous donne la santé, le bonheur, la prospérité, qu'il accepte nos Hadj. Une ambiance bien de chez nous en Salouva pour les filles et en Boubou pour les garçons. Mayotte aujourd'hui voit arriver les derniers croyants de retour de la Terre Sainte. Plusieurs dispositifs étaient en place pour s'assurer qu'aucun pèlerin ne rentre contaminé. Ainsi, de nombreuses visites étaient effectuées à chaque destination avec un groupe d'infirmiers et de médecins qui étaient affectés aux différents groupes de fidèles. Le retour des Hadj a un rendez-vous annuel ici à Mayotte, mais cette année, les choses sont différentes. Il est vrai que le retour des Hadj est un moment fort dans la vie d'un Mahorais, d'un musulman, puisque c'est un moment très attendu, c'est le 5e pilier de l'islam. Et nous faisons en sorte que les choses se passent au mieux. C'est la raison pour laquelle le Conseil général accompagne les Hadj, en particulier les associations qui prennent en charge et qui organisent les départs vers la Mecque. Et nous nous assurons qu'ils aient les moyens nécessaires de garantir la présence d'un infirmier, qu'ils puissent garantir les vaccins avant le départ. Et je crois que globalement, année après année, les choses se passent beaucoup mieux. Il est vrai que cette année est toute particulière parce
parce que le virus Ebola est en train de planer sur le continent africain, où se trouve notamment un nombre certain de musulmans. Mais je dois dire que le spectre Ebola est pris très au sérieux par tous les pays du monde, particulièrement ceux du continent africain. Et donc, de ce fait, les malades sont mis en quarantaine et du coup, le virus ne s'est pas si répandu que cela. Il est vrai néanmoins que c'est un virus mortel, puisqu'il y a eu près de 4000 morts à ce jour, ce n'est pas rien. Néanmoins, lorsqu'il y a des sorties du territoire vers l'Europe ou vers l'Arabie saoudite, on peut considérer que toutes les mesures nécessaires de précaution sanitaire ont été prises. Et sur place, comme on a pu le voir dans le reportage, des précautions supplémentaires ont été déployées, le port de masque notamment, pour garantir tout cela. Néanmoins, je rappelle encore une fois que dans la délégation de nos pèlerins se trouvaient des infirmiers pour pouvoir identifier rapidement réagir si besoin et appeler les services sanitaires s'il fallait le faire. Dieu merci, jusqu'à présent on peut considérer que seul pèlerinage s'est passé dans de très bonnes conditions et le retour a été assuré par un accueil très chaleureux comme chaque année. La menace aussi par la voie des maires, est-ce que le Conseil général a une politique de ce côté-là ? Alors, moi, je crois qu'il nous appartient, nous les élus, de sensibiliser fortement les services de l'État, puisque nous savons néanmoins que il est vrai que pour tout déplacement régulier et connu, les dispositifs sont sur place. Effectivement, dans les aéroports, on renseigne sur l'origine précédente des voyageurs, savoir d'où ils viennent, où ils étaient, avec qui ils étaient en contact. On va même plus loin, on demande même où est-ce qu'ils étaient assis dans leur avion. Donc là, par contre, la problématique de notre territoire, c'est que nous avons un flux d'immigration irrégulière, clandestine, non identifiée, non connue, qui bien évidemment peut rentrer sur le territoire avec tout et n'importe quoi. Et donc de ce fait, plus que jamais, nous demandons bien évidemment au service de l'État qui a pour responsabilité l'immigration de s'assurer, de veiller encore plus sur nos frontières pour éviter que par les frontières et par les voies non régulières, des personnes rentrent avec la maladie sur le territoire, parce que nous sommes sur un petit territoire et donc de ce fait, cela pourrait se répandre très rapidement parce que nous sommes encore dans un système de contact, puisqu'il faut savoir que ce virus se répand par contact physique. Et donc, de ce fait, il y a nécessité d'être plus vigilant que jamais. On est bien d'accord. On va continuer avec un autre sujet de l'actualité de cette semaine. L'association Entreprendre au féminin des femmes entrepreneurs qui ont décidé de mettre en place une formation pour aider les autres femmes qui veulent monter leur business et qui l'ont déjà fait à assurer une meilleure gestion au sein de leur entreprise. On regarde ce reportage d'Abi Saïda Dinani et d'Abbas Alidi. Management, communication, développement commercial, gestion informatique. Des notions qu'il faut maîtriser pour la pérennité d'une entreprise. Ces femmes l'ont bien compris. Elles sont 16 aujourd'hui à suivre cette formation. Chefs d'entreprise aguerris ou futurs entrepreneurs. Toute la journée, elles prennent des notes. Au programme ce matin, qu'est-ce que le management ? Comment manager ? En quoi est-ce important ? On rencontre des problèmes aujourd'hui, les entreprises rencontrent des problèmes aujourd'hui entre entrepreneurs et salariés et employés. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, chacun pense pour soi. Les employés pensent pour eux, les patrons pensent pour eux. Et je pense que si chacun prenait le temps d'apprendre à connaître l'autre, que l'employé connaisse les problèmes de l'entreprise ou que l'entrepreneur connaisse les problèmes de son employé, qu'il y ait un minimum d'échange et de communication, je pense que ça serait un petit peu moins compliqué. Cette formation a été rendue possible grâce à la DIECT. Et c'est le cabinet Néo Formation de La Réunion qui se chargera durant ces 3 jours de dispenser les cours. Accompagner les entrepreneurs, une nécessité pour l'association Entreprendre au féminin. On est toutes chefs d'entreprise, mais chacune a sa formation, chacune est bien dans son domaine. Souvent, on a des femmes
qui sont artisans, donc sont bien techniquement, mais tout ce qui est administratif, tout ce qui est gestion, ils ont des difficultés. Donc cette formation, elle est faite pour celles qui sont vraiment dans le besoin. En février, une autre session est prévue. Au total, 20 entrepreneurs vont suivre cette formation de 3 jours. D'autres thèmes devraient être abordés dans les prochains mois, tels que la fiscalité ou encore l'aspect juridique. En attendant, parmi les femmes interrogées sur le choix de la prochaine thématique, elles sont nombreuses à répondre « l'octroi de mer ». Un entrepreneuriat féminin qui bouge beaucoup à Mayotte, Monsieur le Président. Est-ce que c'est pour vous une bonne chose? Est-ce que c'est des choses qu'il faut encourager ou à elles de gérer leurs affaires? C'est une question piège. Non, pas du tout. Non, dans tous les cas, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose et nous devons les accompagner et les aider. Sur notre territoire, vous savez, lorsque vous avez le taux de chômage le plus élevé de l'outre-mer et de la France, avec plus de 60% de personnes en inactivité, que vous avez une population extrêmement jeune, puisque près de 60% de la population a moins de 25 ans, il est impératif d'amener tout le monde au travail, que ce soit public ou privé. Et dans le secteur privé, il faut encourager toutes les initiatives positives, notamment lorsqu'elles sont féminines, puisque nous savons que le parcours d'une femme à Mayotte est extrêmement difficile. Cela commence d'abord par son foyer familial. Bon, aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus égalitaires. Une société quand même à contenance masculine, voilà. Reconnaissons-le. Et donc, de ce fait, c'est pour cette raison que le Conseil général a mis en place des aides de discrimination positive en direction des femmes. Je pense notamment pour les femmes, nous avons mis une aide spécifique dans l'investissement qui est à hauteur de 3 250 €, qui n'est bien évidemment qu'au bénéfice des femmes. C'est l'aide aux initiatives femmes. De la même manière, dans le cadre des fonds européens, où nous savons que les acteurs économiques auront une place importante, nous avions également associé la présidente de l'association Entreprendre au féminin pour justement retransmettre les informations clés qu'il faut savoir sur l'Europe. Donc à notre niveau, au niveau du Conseil général, nous savons que nous ne pourrons pas absorber la totalité des demandeurs d'emploi demain exclusivement par le public. Et donc de ce fait, nous menons une politique volontariste en direction des entreprises, et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place pour l'année 2014 un budget de 5 millions d'euros pour les entrepreneurs, pour les aider dans les investissements. Pourquoi dans les investissements? Parce que nous savons que nos entreprises doivent rester compétitives. Plus que jamais, puisque nous sommes dans un territoire en pleine évolution institutionnelle. Nous avons eu la départementalisation en 2011, voulue par la population à plus de 95%. Nous poursuivons cette départementalisation à travers la mise en place du statut de région ultrapériphérique depuis le 1er janvier dernier. Et donc de ce fait, cela s'accompagne inéluctablement par des évolutions institutionnelles. Je pense notamment sur les codes, sur le droit, sur les normes. Et donc de ce fait, à niveau là en fait. Et donc de ce fait, les entreprises doivent se mettre en niveau, doivent être compétitives vis-à-vis des entreprises réunionnaises, vis-à-vis des entreprises de la région. Et notre devoir d'élu, c'est de les aider. Et c'est ce que nous faisons, et avec un coup de pouce supplémentaire à l'attention des femmes. On continue avec un autre sujet de l'actualité, ce rattachement de la CAF de Mayotte à la CSSM, quelque chose qui était sans doute attendu par beaucoup de gens ici sur le territoire. On regarde ce sujet d'Abi Saïda Dinani. Acceptation du côté des agents de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Inquiétude pour le personnel de la Caisse d'allocation familiale du territoire. Car c'est bien la CAF qui sera rattachée à la CSSM après avoir longtemps dépendu de la Réunion. Le gouvernement va-t-il réaliser des économies au détriment des Mahorais? Quel statut pour les agents de la CAF? Y aura-t-il une différence de traitement selon les agents concernés? Voilà certaines des questions qui taraudent le personnel. Au niveau des salariés, donc, du côté de la CSSM, il n'y a pas de problème particulier. Les gens voient plutôt d'un bon œil parce que ça leur permet donc une ouverture, plus de mobilité interne.
Mais du côté de la CAF, je sais que les collègues sont un peu inquiets parce que ce n'était pas du tout l'aspiration des collègues. Ils souhaitent plutôt une CAF de plein exercice. Et d'autant plus que du côté de la CFE-CGC, on a toujours été constant de ce côté-là. On a toujours plaidé pour une CAF de plein exercice à Mayotte, d'autant plus que Mayotte, c'est le département le plus jeune de France. La Caisse de sécurité sociale de Mayotte gère 151 000 bénéficiaires maladie pour 13 000 cotisants et 4 500 retraités. Tandis que l'établissement des allocations familiales de Mayotte s'occupe de plus de 20 000 allocataires et de 85 623 bénéficiaires familles. La CSSM compte environ 220 agents, la CAF un peu moins de 80 personnes. Ce futur changement impactera d'une manière ou d'une autre les usagers. On a eu une réunion avec les représentants du personnel et puis avec les cadres managers. On nous a rassurés en nous disant qu'après tout, ce n'est pas vraiment une fusion en soi et que chacun reste dans ses périmètres. Toutefois, nous, on est inquiets d'une chose, c'est qu'on a peur que le gouvernement fasse des économies sur le dos de la CAF de Mayotte parce que nous, une CAF de plein exercice, c'était quand même mieux parce qu'on était sûr qu'on n'allait pas nous rentrer dans des spécificités. On sait que les spécificités, ici, souvent, ce n'est pas toujours pour donner des avantages aux Mahorais, c'est plutôt pour enlever ce que les Mahorais peuvent prétendre. Moins d'intermédiaires, moins de pôles devrait ainsi améliorer l'efficacité. C'est en tout cas le but de cette fusion. Beaucoup d'interrogations subsistent néanmoins encore aujourd'hui. Par exemple, de quels moyens disposera la structure ? D'ici la fin de l'année, le voile devrait être levé. Reste à savoir si la situation conviendra à tout le monde. Lorsqu'on regarde sur ce dossier, le rapprochement de la CSSM et de la CAF, pour avoir reçu les syndicats de la CAF, je peux dire qu'il n'y a pas suffisamment eu de concertation et finalement cela s'est fait sans pour autant avoir écouté l'avis des employés de la CAF. Personnellement, moi je vous dis que je suis contre les spécificités non voulues. Vous savez, lorsque Mayotte on est champion des spécificités. Non, mais il faut faire attention. Lorsque Mayotte a choisi le département comme statut, on nous avait garanti de pouvoir faire et construire un département adapté et spécifique aux Mahorais. Mais il ne s'agit pas de prendre des adaptations et des spécificités qui ne conviennent pas aux Mahorais. Et c'est là où on a une distorsion et un désaccord avec le gouvernement, puisque nous constatons que très clairement, toutes les adaptations, toutes les spécificités qui se mettent en place sur le territoire de Mayotte ne vont pas dans le sens de ce que la population recherche. Évidemment, faire des économies d'échelle en regroupant les deux institutions, oui. Faire en sorte que ces deux institutions aient leur siège social sur le territoire de Mayotte, oui. Mais la CAF, est-ce que les CAF nationales se sont rapprochées de la sécurité sociale? Non. Alors pourquoi vouloir faire cela à Mayotte lorsque cela n'est pas voulu, n'a jamais été fait l'objet d'une demande d'élus? Donc on voit bien encore une fois que c'est une décision unilatérale qui a été prise sans concertation avec la population et encore moins avec les élus. Et donc de ce fait, nous le dénonçons puisque ce n'est pas ce qui avait été choisi par la population. Je sais bien que les choses sont actées, mais je précise que ce rapprochement s'est fait sans concertation. Et ça, c'est regrettable pour un petit territoire où finalement tout le monde se trouve à une centaine de mètres les uns des autres. On continue avec ce sujet sur le régime complémentaire retraite qui à Mayotte n'est pas appliqué alors que semble-t-il toutes les conditions sont réunies. On regarde ce sujet de Camille Leca. 3 ans après la départementalisation et l'instauration du droit commun, toujours rien du côté des retraites complémentaires. Alors pourquoi faut-il encore attendre pour instaurer ce régime qui existe depuis plus de 50 ans en métropole ? Premier blocage, le choix du gestionnaire. Pour gérer la caisse des retraites complémentaires de Mayotte, 3 candidats ont été pressentis. La caisse réunionnaise complémentaire, AG2R La Mondiale et Malakoff Médéric. Lors d'un premier arbitrage rendu par la Fédération des caisses de retraite des cadres et celle des caisses de retraite des salariés, c'est Malakoff Médéric qui avait été choisi pour ouvrir l'antenne mahoraise.
Mais aujourd'hui, l'ouverture de cette caisse n'a toujours pas été officialisée par le gouvernement. Deuxième blocage, la fixation des taux de cotisation et leur plafonnement. Au départ, comme le prévoyait le pacte de départementalisation de 2011, les taux de droit commun devaient s'appliquer en 2036. Trop tard pour les organisations syndicales et patronales. En octobre 2013, elles réussissent à négocier que les retards de cotisation soient rattrapés d'ici 5 à 8 ans. En janvier 2014, Michel Taillefer, ancien président du MEDEF, annonçait même que le régime était prêt à être mis en place sur l'île. Mais 10 mois plus tard, rien n'a bougé. Sakia Ali, représentant du syndicat Force ouvrière sur ce dossier, a annoncé aujourd'hui qu'il allait être reçu ce vendredi par le président de la fédération, Agirc et Arco. Reste à savoir si cette réunion va enfin faire avancer ce dossier, un dossier crucial pour l'avenir de la population mahoraise. Un régime obligatoire complémentaire de retraite qui sert justement à compléter le régime général. Et pourquoi à Mayotte ça ne fonctionne pas encore alors que tout est là, tout est réuni apparemment? Alors, le territoire de Mayotte est tout particulier. Vous savez, nous avons organisé en fin octobre 2013 un colloque sur la retraite. Parce que, à vrai dire, à Mayotte, on n'y comprend rien. Moi, je viens du secteur... C'est bien que vous le disiez parce que... Non, mais je le dis très bien. Moi, je viens du secteur privé. Et c'est vrai que quand je regarde la retraite, ne serait-ce que dans le public, c'est extrêmement compliqué. Lorsqu'on voit que déjà, avant les années 80, il n'y avait rien. Donc toutes les personnes qui ont travaillé et qui ont cotisé, mais qui ont cotisé à l'époque où nous étions encore avec les Comores, ce sont des années perdues. Et ça, c'est regrettable. Et impossible de rattraper quoi que ce soit. On a essayé, mais c'est extrêmement difficile puisqu'il n'y a plus aucun document à notre possession. Ensuite, il y a eu la caisse de retraite qui a été mise en place à Mayotte au début des années 80. Et c'est vraiment en 86 avec la CPS qui est devenue entre-temps la caisse de sécurité sociale que les choses se sont plus stabilisées. Donc grosso modo, on peut considérer que les départs en retraite d'aujourd'hui, par exemple 2015, permet grosso modo d'avoir 25 à 30 années de cotisation. Ce qui peut paraître faible lorsqu'on sait que ceux qui partent aujourd'hui en retraite ont perdu 10, 15, voire 20 ans de cotisation. La deuxième difficulté, parce qu'il y a 3 caisses qui se succèdent, la deuxième difficulté réside dans les prélèvements que nous rencontrons aujourd'hui. Une personne qui touche le SMIC, par exemple, a une cotisation qui fait chaque année, mais qui n'est pas d'un montant équivalent à ce qui se fait en métropole. Par ailleurs, cette cotisation, ou en tout cas ce prélèvement, se fait sur des salaires et les salaires sont plafonnés. Ils sont revus année après année, mais quelqu'un, par exemple, qui touche 3 000 € très clairement percevra la même retraite qu'une personne qui touche 1 000 €. Certes, c'est l'égalité, mais c'est pas l'égalité logique, si vous voulez. Et donc, de ce fait, les départs à la retraite aujourd'hui se fait dans la douleur. Vous savez qu'à Mayotte, nous sommes un des rares territoires où, dans la fonction publique, nous avons la possibilité de partir en retraite à 55 ans. Et en étant à la tête de la collectivité, je peux me rendre compte qu'à 55 ans, grand nombre de retraitables potentiels préfèrent et font le choix de rester en activité professionnelle tant que leur corps ne leur permette, en tout cas, pour justement avoir une rémunération pleine plutôt qu'une retraite insatisfaisante, mais cela n'est possible qu'à jusqu'à 65 ans. Et vous savez qu'à Mayotte, en plus, la deuxième difficulté, c'est que les personnes âgées mahorais ont connu une activité professionnelle extrêmement dure physiquement. Là, je vous parle de la fonction publique, mais lorsque vous allez dans le privé, pour ceux qui travaillent sur le terrain, ceux qui sont agriculteurs, ceux qui sont dans le BTP, dans le bâtiment, etc., cela cela conduit à beaucoup de précarité. Donc si oui, effectivement, on peut parler aujourd'hui de retraite complémentaire, je peux vous assurer que le gros du travail qui est devant nous est d'abord sur la retraite de base. Et la retraite de base, avec des revenus qui tournent autour de 300 à 400 €, avec un coût de la vie qui est extrêmement élevé, nous sommes dans un contexte où les gens préfèrent travailler plutôt que partir à la retraite. Malheureusement, nous constatons que nous avons
malheureusement une longévité de vie beaucoup moins grande à Mayotte qu'en métropole. Et donc finalement les gens ne profitent pas longtemps de cette inactivité. Mais maintenant il faut que cette question puisse être traitée de manière spécifique au niveau parlementaire. Nous avons sensibilisé la ministre de la décentralisation et de la fonction publique pour qu'elle puisse porter cette question mahoraise. Nous attendons des réponses positives puisque la balle est maintenant dans le camp du gouvernement. Donc, c'est la position du Conseil général, on l'aura bien compris. C'est ici que s'achève cette première partie des Rendez-vous de l'info. Je vous retrouve juste après la pub. Nous sommes de retour dans la deuxième partie des Rendez-vous de l'info. Je suis toujours avec mon invité, Daniel Zaidani, président du Conseil général. Nous sommes toujours dans la cour du Conseil général. Daniel. Bon, je suis avec vous et je ne suis pas parti en trop tard. On va continuer à parler de l'actualité et cette semaine, un retour annoncé, un retour qui a beaucoup fait parler, notamment celui de Mohamed Bakar, l'ancien président de l'huile d'Anjouan, qui a décidé de faire connaître ses intentions concernant les présidentielles aux Comores de 2016. On regarde ce reportage d'Abi Saïda Dinani et d'Abbas Alidi. C'est en 26 mars 2008 que Mohamed Bakar arrive à Mayotte, emmené par bateau. Il demande l'asile politique à la France. Le préfet de l'époque, Vincent Bouvier, avait décidé d'exfiltrer la personnalité vers la Réunion. Mais l'information avait déjà circulé. Une foule s'était rassemblée pour demander la restitution de l'homme politique anjouanais. Manipulation, indique aujourd'hui Mohamed Bakar depuis le Bénin. Il affiche clairement son intention de se lancer dans la course présidentielle de 2016. Pour moi, il y a trois urgences. Numéro 1, faire sortir les Comores de la liste des pays terroristes. Parce que dans cette liste, il n'y a aucun espace pour les Comores. Deuxièmement, voir très rapidement comment on pourrait redonner confiance aux Comoriens et plus particulièrement aux Anjouanais. Pourquoi cela? Dans le journal de Crédit FM, j'ai suivi tout de suite avec tristesse les Kosokasa qui se renversent. C'est des choses qui se répètent. Donner confiance aux Anjouanais pour que très rapidement on puisse dire aux Anjouanais, restons en Anjouan, il y a de l'espoir en Anjouan, n'allez pas mourir en mer. À Mayotte, les souvenirs sont encore vifs. Sur les quais de la gare maritime, en effet, des grenades lacrymogènes avaient été tirées afin de disperser la foule, car elle affichait l'ambition de prendre la barge pour bloquer l'aéroport et empêcher le départ de l'ancien président. De très violents affrontements s'étaient déroulés et ce retour affiché divise aujourd'hui les opinions. C'est le ambawa mtu baba kula decision ya irenga waye uimaliza arongwa amba atukapre yafe ne adailie shiswa shahi eretroma de bakario akahavi asinravi maneza mto wa Komoro twabiambi twabia za upeu hamanisa hakutuza hatukiza uwanzwani ni makomorien yajibize wandu winchi au yatukize sandepane sasa hekaudo yato vingao wae mwenyewe. Des élections présidentielles de 2016 qui se mettent donc en place petit à petit, des candidats qui se positionnent et des votes qui seront suivis sur le territoire avec beaucoup d'attention. Un retour de l'ancien président d'Anjouan, Mohamed Bakar, qui laisse la population anjouanaise assez mitigée. Qui laisse la population anjouanaise assez mitigée, effectivement. Moi, je me rappelle néanmoins que 2008 est une année marquante pour la population Mzungu, pour la population mahoraise de ce territoire, puisque des affrontements violents avaient eu lieu et la population Mzungu avait été prise à partie, donc c'était pas très glorieux tout ça. Néanmoins, on peut considérer qu'il y a plus de 6 ans qui s'est écoulé entre-temps. Certains membres de son cabinet sont de retour. Nous allons à Madagascar. Marc Ravalomanana est de retour à Madagascar.
je crois que peut-être les choses ont suffisamment mûri et qu'il serait approprié également qu'il puisse rentrer chez lui, qu'il puisse s'expliquer, qu'il puisse éventuellement être jugé. Mais dans tous les cas, si on considère qu'il n'est plus une menace de déstabilisation pour son territoire, il n'y a pas de raison qu'on l'empêche de rentrer. Maintenant, il ne s'agit pas de revenir en jouant avec des velléités négatives, parce que nous savons que les premiers à subir les conséquences négatives de déstabilisation comorienne, c'est le territoire de Mayotte par des flux d'immigration non contrôlés massifs. C'est ce qui s'est passé en 1996, lorsqu'il y a eu une volonté sécessionniste de l'île d'Anjouan. Les premiers flux immigratoires massifs ont eu lieu à cette époque-là. Il y a eu la même chose effectivement en 2008. Donc, bien évidemment, nous ne souhaitons pas qu'il y ait un 2015, voire un 2016. Ce n'est pas bon pour Mayotte, ce n'est pas bon pour la région et ce n'est pas bon pour les îles des Comores. Donc nous sommes pour la concorde, nous sommes pour la paix, nous sommes pour l'entente. Et si cette entente est possible, nous sommes d'accord pour son retour. Si l'entente ne l'est pas, peut-être pas. Mais dans tous les cas, ce n'est pas les élus de Mayotte qui décideront de ce qui se fera aux Comores. Il appartient aux Comores de décider ce qui est mieux pour eux, mais ils peuvent savoir que le territoire de Mayotte sera toujours là pour les accompagner, notamment à travers la coopération régionale. Oui. À ce titre, nous devons signer prochainement, et lorsque je dis prochainement, c'est le 31 octobre prochain, la première convention cadre avec une île des Comores, notamment celle de Mouéli, démontrant ainsi que les choses évoluent politiquement dans la zone. Je crois que c'est quelque chose de positif. Un apaisement des relations aussi. Un apaisement des relations. Ce sont aussi des générations différentes qui dialoguent maintenant. Moi, personnellement, je n'ai pas connu Mayotte comorienne. Mayotte française, c'est ma génération. Et donc, de ce fait, nous voulons que le développement puisse être garanti dans cette zone et nous concevons l'avenir de cette zone qu'avec nos voisins, notamment immédiats, à savoir les Comoriens et plus précisément ceux d'Anjouan. Parce qu'on le voit dans son intervention, Mohamed Bakar parle d'un espoir qu'il tente de faire retrouver aux Anjouanais qui sont nombreux, on le sait, à prendre la mer à travers les Kwassa-Kwassa et avec les dégâts que l'on connaît. Est-ce que pour vous, son retour changera quelque chose pour les Anjouanais ? En tant que président du Conseil général, là, je m'adresse à vous. Vous savez, en tant que Mohamed Bakar est un objecteur de conscience, est un homme politique. Donc, il a une conception du développement de ce territoire. Maintenant, si effectivement, et je l'ai entendu dans ses propos, il conçoit ce développement de son territoire avec l'amitié, le partenariat de Mayotte, forcément, ce n'est qu'une approche qui peut m'être qu'appréciable. Mais maintenant, encore une fois, le destin et l'avenir des Comores appartient aux Comoriens et l'avenir d'Anjouan appartient aux Anjouanais. Mais cela appartient encore aux décideurs de vouloir ou non travailler avec nous. On continue cette émission avec le projet de loi de santé qui annonce la possibilité qui va être offerte aux pharmaciens de procéder à des vaccinations et l'idée ne plaît pas à tout le monde. On regarde ce reportage de Shakila Issouf. La libéralisation des secteurs des professions spécifiques pour les métiers de notaire, médecin, infirmier et bien d'autres est un projet que l'Europe veut faire appliquer en France depuis des années. Ainsi, la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine, a présenté son projet de loi dont une disposition permettrait aux pharmaciens de vacciner les patients. Une nouvelle plutôt bien accueillie par l'ensemble de la population. Pour moi, je vois que c'est une bonne idée parce que on peut acheter et faire le vaccin directement au lieu d'aller prendre un rendez-vous et oublier le rendez-vous ou de ne pas faire comme il faut. Ça, je pense que c'est une bonne idée. Los para ambao senda na dispensaire au senda l'hôpital ambao tunaenda fanya vaccin. Après senda jipara ambao no usketi tu ambana valosi sugoja docteur au si linda itininia ho ipare no jo para manani wakati usumenya bele ona kajamba usenda pharmacie. On doit faire un vaccin, Gain de temps, d'argent, les patients voient là un avantage. Mais pour ce qui concerne les professionnels de santé, cette proposition de loi lance un pavé dans la mare.
Ainsi, leur profession risque d'être sous-évaluée et banalisée, indiquent leurs représentants. Le gouvernement, avec cette proposition, souhaite combler la pénurie de médecins tout en augmentant le nombre de personnes vaccinées. Après formation, les pharmaciens pourront vacciner les patients. L'acte coûterait nettement moins cher, 10 €. Les syndicats de médecins montent au créneau et demandent qu'adviendra-t-il de la traçabilité des actes, indiquant également que cela exposera les patients au danger de l'amateurisme médical. Le changement permettrait une meilleure couverture vaccinale, mais aussi une nouvelle formule d'accès aux soins, tout en bénéficiant de la proximité des officines. L'habilitation des pharmaciens à procéder aux vaccinations ne déplaît pas à l'ensemble des Mahorais, même si que cet acte reste médical et bouleverse l'ensemble des professionnels de santé. Aujourd'hui, l'ensemble des professionnels concernés parlent du danger à laisser n'importe qui se prévaloir de compétences sans forcément avoir été formé pour. Des mesures pour lutter notamment contre le désert médical, est-ce que vous y croyez? Est-ce que les pharmaciens, pour vous, doivent avoir cette habilitation? Vous savez, nous sommes dans une situation extrêmement dangereuse sur le territoire de Mayotte. Le désert médical est une vraie préoccupation qui ne doit pas être prise à la légère et toutes les solutions doivent être mises en place. Je pense qu'au niveau du Conseil général, par exemple, nous qui avons plus de 22 PMI sur le territoire, répartis sur toutes les communes de Mayotte, nous sommes bien placés pour savoir que faire venir et faire rester c'est un autre problème. Un médecin sur le territoire de Mayotte, c'est pas évident. Nous savons que il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes de coût de la vie, il y a des problèmes de portefeuille du médecin. Donc dans tous les cas, de clients, vous savez. Et donc dans tous les cas, c'est vrai que le désert médical est une réalité, ne frappe pas seulement les médecins, mais frappe tous les corps liés à la médecine. Je pense aux sages-femmes, je pense aux infirmiers, je pense aux pharmaciens même, ne sont pas un nombre suffisant. Et donc de ce fait, nous devons être suffisamment imaginatifs pour faire en sorte que les pandémies, en particulier infantiles, ne se répandent pas sur notre territoire. Et il doit y avoir de la compréhension et de la précaution qui doit être mise en place. Je pense néanmoins que associer les pharmaciens dans des actes médicaux peut être positif quand cela est cadré et compris et compréhensible, et bien évidemment, et quand cela est contrôlé après coup ou avant par des professionnels de la santé comme les médecins. Donc, vous savez, même au niveau du Conseil général, nous avons demandé que les médecins qui sont dans la zone de l'océan Indien, qui ont obtenu leur diplôme pas forcément en Europe, puissent également faire l'objet d'actes médicaux, puisque vous savez que lorsque vous avez eu par exemple votre diplôme en Afrique ou à Madagascar, vous ne pouvez pas être médecin même si vous êtes médecin chez vous. Vous serez éventuellement qu'un simple infirmier. Mais dans tous les cas, je crois qu'il y a certains actes médicaux comme faire des piqûres. C'est des actes qui peuvent, à partir du moment où elles sont cadrées et comprises, qui peuvent facilement être faits par d'autres professionnels de la santé. Donc, pour ma part, les pharmaciens qui connaissent les dosages, qui connaissent les médicaments, qui ont une sensibilité, qui font des études de plus de 6 ans pour le devenir, qui ont fréquenté les mêmes bancs initialement que les médecins, notamment la première année, je pense que ce choix-là n'est pas un choix hasardeux, mais c'est un choix réfléchi qui permet de faire plus d'actes médicaux qui, à défaut, ne se feraient pas et qui, en soi, seraient beaucoup plus dangereux que de ne pas en faire du tout. On continue avec cet autre sujet. 4 jeunes qui ont décidé de créer leur jeu vidéo. On regarde ce sujet d'Abbas Alidi. Death Zone, comprenez la zone de la mort. Voilà la création originale de ces 4 lycéens. Un jeu vidéo made in Mahorais qui comprend 10 niveaux. Le but, ne pas se faire tuer et arriver à trouver la dernière porte du dernier niveau. L'idée est venue suite à de longues journées d'ennui au stade de Tsunzu. Le football, très peu pour ces adolescents. L'aventure a donc commencé il y a 6 mois. On était au stade, il n'y a que ça, le stade de foot. On jouait au foot et après on s'est dit mais à la fin on s'en lasse un peu le foot. Donc on s'est mis à jouer au jeu et puis un jour on s'est dit pourquoi on ne crée pas notre propre jeu ? Ça serait une aventure. On a commencé à regarder, on a cherché des moteurs de jeux vidéo, comment on peut le faire et on a décidé qu'on allait le faire. Et on a construit notre projet. On avait décidé de faire un FPS
et on l'a réalisé. Aujourd'hui, le jeu peut être téléchargé sur ce site internet gratuitement. Des jeunes Mahorais connectés qui se servent de tous les moyens à leur disposition pour créer et innover, un exemple que beaucoup veulent suivre. Ouais, on a téléchargé des logiciels, des hackers qui sont en Amérique. On a cherché sur internet Unity et Blender. Ouais, on a réussi, on est très fiers de nous. Pour la bande d'amis, le prochain objectif est de créer un autre jeu vidéo avec des graphismes beaucoup plus locaux. D'ici là, chacun d'entre eux espère bénéficier d'un ordinateur par personne. En attendant, le stade de foot reste le lieu de prédilection des lycéens. Qui sait, le prochain jeu pourrait peut-être s'appeler Bangazone. Des jeunes qui ont de la suite dans les idées, créer un jeu vidéo. Vous savez, moi, lorsque j'ai eu mon bac, je suis arrivé en métropole. Même quand on me parlait d'unité centrale, souris, écran, je ne savais pas de quoi on me parlait. J'ai fait des études informatiques par la suite, mais je dois dire que c'est seulement arrivé en première année à la fac que j'ai été sensibilisé à ces outils-là. Notre génération, les générations de ce jour ont des dispositions meilleures. Ils ont baigné dedans. Ils sont connectés, ils sont sur les réseaux sociaux dès l'âge de 8 ans. Donc le monde informatique n'ont plus de secret pour eux dès 15 ans. D'ailleurs, les pirates informatiques, en général, ce sont des adolescents. Et à Mayotte, c'est vrai que nous avons pris du retard, mais ce retard, maintenant, nous sommes en train de le rattraper de manière significative. Je vous rappelle que c'est seulement... Et pourtant, ça a l'air maintenant très ancré dans les mœurs, mais c'est seulement en 2012 que le haut débit est arrivé à Mayotte. Jusqu'à 2012, nous étions avec le RTC, le 56K, c'était pas terrible. Maintenant, le plus mauvais réseau du monde entier à l'époque. Hein. Exactement. Aujourd'hui, on vous parle du haut débit, voire du très haut débit. Là, vous avez des opérateurs qui sont en train de changer leur box et qui permettent vraiment d'avoir des débits qui vont au-delà du 50 gigas. C'est impressionnant. Moi, je reste persuadé que demain, l'avenir est au numérique. C'est aussi pour ça que nous avons pris une délibération depuis 2012 pour pouvoir étendre les ordi-collèges dans des collèges de Mayotte. C'est une opération qui pourrait se faire au bénéfice de près de 3000 jeunes collégiens. Et ça consiste en quoi exactement ? C'est de donner des tablettes ou des ordinateurs à des classes de 4e pour qu'ils puissent être familiarisés à ça. Bon, pour le moment, nous sommes encore en phase de discussion avec le vice-rectorat, mais j'espère que nous trouverons une solution rapidement, puisque je vous rappelle que depuis cette rentrée, on veut que l'école soit numérique. C'est la volonté du président de la République. Et donc, de ce fait, en tant que conseil général, nous essayons d'aller dans ce sens, de faire en sorte que nos jeunes soient connectés, plus connectés. Moi, je crois effectivement à ce secteur. Je crois qu'il est créateur d'emplois. Nous le voyons justement avec ce jeu vidéo. Je crois effectivement qu'en plus d'être créateur d'emplois, il nous permet justement d'avoir sur le territoire de Mayotte des outils que nous ne pourrions pas avoir. C'est pour ça que nous, au niveau du conseil général, nous investissons dans le numérique, nous investissons dans le réseau pour que justement des vocations puissent naître, mais pas seulement à Mamoudzou et même dans les villages les plus éloignés de Mayotte, parce que finalement il faut que chacun d'entre nous puisse choisir son destin, et pour cela il faut que tous les moyens lui soient donnés pour que le choix soit le plus approprié à ses compétences personnelles. On continue avec, toujours dans le monde des jeunes, ici avec ce centre de loisirs créé par l'association Écomère de Majicavo-Lamir, qui consiste à prendre en charge les enfants pendant les vacances et de leur faire découvrir leur environnement. On regarde ce reportage de Camille Leca et d'Abbas Alidi. Pagaie à la main et sourire aux lèvres, les jeunes du centre de loisirs découvrent les joies du canoë-kayak cet après-midi. Pour l'association Écomère qui les encadre, cette initiation ludique est un bon prétexte pour sensibiliser les enfants à leur environnement proche. Ce qui est sympa, c'est qu'on est dans une zone de mangrove. Donc nous, on est arrivé tout à l'heure, on est arrivé ce matin, on a pique-niqué ici, on a parlé un peu de la mangrove, des arbres qui nous entouraient. On a fait des petits jeux et puis voilà, l'après-midi, on est passé donc au kayak. Et c'est ce qu'on fait tous les jours, on fait toujours des activités en rapport avec l'environnement. Pour nous, c'est hyper important. On est à Mayotte, l'environnement est riche et il y a plein de choses à faire. Donc, c'est vraiment l'occasion de faire découvrir
des choses sympas aux enfants tout en les sensibilisant à l'environnement qui nous entoure. Aujourd'hui, la sortie canoë-kayak était organisée en partenariat avec le Conseil général, qui est aussi en charge de la formation de moniteurs. L'occasion pour la collectivité de mettre ses apprentis en situation. Ça nous permet de mettre en face à face en fait, les jeunes qu'on forme. Parce qu'actuellement, le comité régional de canoë-kayak organise une formation pour les aspirants moniteurs et les moniteurs de canoë-kayak. Et du coup, ça permet de les mettre en relation avec un public. Et comme ils sont en formation pour animer des séances pédagogiques autour du kayak, donc c'est le meilleur moyen pour eux de progresser dans le cadre de leur formation. Et ce n'est pas fini, l'association Ecomer propose des activités autour de la valorisation de l'environnement, jusqu'à vendredi inclus. Prochaine étape, demain dès 10h, avec une randonnée dans la mangrove de Petite Terre. Un centre de loisirs mis en place par une association, le genre d'initiative que le Conseil général encourage? Oui, vous savez, il faut ici encadrer, accompagner, éduquer, soutenir toute initiative, toute association, toute activité qui permet de l'épanouissement de notre jeunesse. Et c'est vrai que la découverte de la mer, finalement, c'est aussi une manière agréable et appréciable de le faire. Donc nous avons un certain nombre d'éducateurs dont certains sont spécialisés dans des secteurs, et là, à l'occurrence, à la mer. Donc, nous encourageons ce type d'initiative, nous les accompagnons, nous essayons de les développer. Parfois, on les accompagne même dans leurs investissements réalisés, parce que vous voyez bien que c'est du matériel qui doit se faire. Mais c'est comme ça que doit se faire le développement de Mayotte, par l'accompagnement. Avec un aspect citoyen, dans la mesure où on leur apprend à respecter leur environnement? Complètement, parce que ce sont ces gestes justement qu'on peut acquérir à un âge relativement jeune qui permettent de vivre en société. Vous savez, lorsque vous êtes sur un canoë-kayak, il y a des gestes à ne pas faire, il y a des règles à respecter. Et finalement, on comprend très vite que les règles ne sont pas là pour nous empêcher de faire ce qu'on a envie de faire, mais elles sont là pour nous sécuriser et elles sont là pour préserver nos voisins. Donc, au final, on comprend que la société dans laquelle nous vivons, c'est cela. Et cela, on doit le comprendre, mais plus on le comprend tôt, et mieux c'est. Donc on continue, Monsieur le Président, avec l'actualité, mais celle qui vous concerne notamment. Dans le monde de Daniel Zaidani, qu'est-ce qui se passe actuellement ? Alors activement, vous pensez bien que nous avons tous à l'esprit les élections qui arrivent à grands pas. Ces élections seront totalement à part, puisque nous avons premièrement l'arrivée des femmes, et ô combien comme arrivée, puisque c'est la parité qui se met en place. Jusqu'à présent, nous avions une femme sur 19. C'est bien faible. Je crois que si les choses auraient dû évoluer d'elles-mêmes, la parité aurait été atteinte peut-être dans 3 élections. Mais dans tous les cas, là, on passe un coup d'accélérateur. C'est quelque chose de positif. Il appartient aux partis politiques maintenant de se coordonner, de travailler, d'amplifier et d'assurer la continuité du service qui est rendu aujourd'hui. Il nous appartient, sur un délai très court, de faire des campagnes importantes de communication, d'information, de montrer à chacun que nous sommes peut-être plus séduisants que les autres. Vous savez, c'est une campagne de séduction, c'est comme une femme. Donc il faut montrer nos atouts. Et quels sont les vôtres alors ? Écoutez, moi, mes atouts premiers, en tant qu'élu en exercice, on me parlera d'abord de bilan. Et je ne suis pas dans la projection, mais je suis vraiment dans le bilan et ensuite dans la continuité de l'action. Donc bien évidemment, je dirais que je me réjouis néanmoins que nous ayons pu réduire et annihiler par la suite le déficit qui nous a permis, comme vous l'avez indiqué en tout début d'émission, avoir une action plus concrète sur le terrain. C'est ce que nous faisons depuis, grâce à nos excédents, une action auprès des communes. C'est presque 10 millions d'euros qui ont été distribués auprès des communes. Lorsqu'on regarde auprès des associations, c'est le budget sportif, culturel qui a été doublé. Lorsqu'on regarde auprès du monde économique, nous sommes passés de 0 aide à 5 millions d'euros rien que cette année. Et donc c'est vrai que je pense réellement que le Conseil général a retrouvé sa capacité financière d'être aussi bien le développeur économique de ce territoire et de garantir son activité sociale. Donc là,
j'ai un bilan qui est là. Bon, après, je ne peux que le glorifier. Maintenant, je pense qu'il y aura toujours des gens qui auront à en redire. Mais dans la continuité de mon action, je veux poursuivre, si vous voulez, cet élan positif dans lequel nous nous trouvons, c'est-à-dire garantir que le Conseil général ne se retrouve pas en situation déficitaire. Ça veut dire donc d'être en capacité de bonne gestion. Et nous le voyons quand on regarde les communes, qu'il y a encore du boulot à faire. Donc, très sincèrement, je crois vraiment que nous sommes dans un élan positif qui doit se poursuivre. Nous ne devons plus regarder en arrière, nous devons aller de l'avant et le cap, nous l'avons donné et nous sommes prêts à le poursuivre. Merci à vous, Daniel Zaidani, de nous avoir accueillis ici et d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est ici que s'achève ce 13e numéro des Rendez-vous de l'Info. Je vous retrouve demain pour de nouvelles infos. Bonne soirée à vous sur KTV.